Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais parler des traders fous. Alors j'aime pas du tout cette expression, mais c'est celle en général qui est utilisée par les journalistes pour parler des traders qui ont un jour excédé leur limite de trading et qui en général, suite à ça, ont perdu beaucoup d'argent. Alors je parle bien des traders qui ont excédé leur limite, donc je vais pas parler de traders qui ont perdu énormément d'argent, mais qui avaient le droit de le faire. Donc typiquement des hedge funds comme LTCM il y a pas mal d'années ou bien Amarant qui ont perdu plusieurs milliards, je les compte pas parce que eux ils ont perdu légalement on va dire ces milliards là. Donc je vais vraiment parler de traders qui ont fraudé. Alors on va commencer à la 6e place par l'un des pionniers, Toshihide Higuchi, qui travaillait à l'époque chez Daiwa Bank à New York. Alors la découverte elle a lieu en 1995, mais en fait tout démarre 12 ans plus tôt, en 1983, avec une petite perte, j'allais presque dire anodine, mais de 70 000 $. Et donc le trader, Higuchi, il essaye de cacher sa perte et puis de la combler avec d'autres positions de trading, mais bien sûr la perte ne fait que se creuser. Et 5 ans plus tard, il va jusqu'à faire un pari de 3 milliards de dollars sur les bons du Trésor américain et sur lequel il va perdre 350 millions. Alors pour tenir, il trafique les comptes et puis il cache ses pertes pendant des années. Il y a même un moment en 1993 où il va subir un audit approfondi à la fois de la Fed et puis du ministère des Finances japonais, mais bon, ils vont absolument pas trouver la perte qui s'élevait à l'époque à plus d'1 milliard de dollars. Et finalement, en 95, Higuchi il craque, il a peur que ces pertes elles provoquent la faillite de Daiwa Bank et puis il fait une très longue lettre au PDG de la banque dans laquelle il détaille toutes les transactions sur les 12 dernières années. Alors à la 5e place, on a Nick Leeson de la Barings. Alors c'est une histoire qui m'a passionné à l'époque parce que moi j'étais étudiant en finance et surtout à cette époque-là j'ai lu son livre qui est vraiment passionnant, je vous le conseille. Il se livre, il détaille tous ses émotions, pourquoi il a fait toutes les erreurs qu'il a faites. À l'époque, il est à Singapour. Et il traite les futurs sur indice avec une petite équipe sur le SIMEX, donc sur la bourse des dérivés à Singapour. Alors ils sont une toute petite équipe, ils sont livrés à eux-mêmes, et puis ils font un peu ce qu'ils veulent, il faut le dire, et notamment Nick Leeson, qui est le chef et qui est chargé à la fois du trading et du back-office, donc la partie administrative. Et suite à des erreurs de trading, donc soit de sa part, soit des traders avec qui il travaille, par exemple ils ont acheté au lieu de vendre, etc., ils vont mettre les premières pertes sur un compte erreur. Et puis petit à petit, il va commencer à spéculer sur ce compte, il va augmenter les positions pour essayer bien sûr de réduire la perte, mais il va continuer à perdre. Et il va de plus en plus utiliser un effet de levier qui va être de plus en plus gros, et il va aller jusqu'à trafiquer les comptes pour que la direction de la Barings à Londres ne voit rien, puisqu'il doit bien sûr reporter ses positions de manière très régulière. Donc la banque voit juste un desk de trading à Singapour qui fait pas mal d'argent, il le félicite, etc. Il grimpe un petit peu dans la hiérarchie. Mais le 17 janvier 95, c'est le tremblement de terre de Kobe au Japon. Et Leeson, il est dans le mauvais sens sur les futurs Nikkei, sur son compte erreur, mais il va continuer à acheter tous les contrats futurs du marché en espérant se refaire. À chaque fois que ça baisse, il va moyenner à la baisse, mais il va finir avec une perte de plus d'1 milliard de dollars, soit 2 fois le capital de la banque. Alors ça se termine comme dans les films, par une fuite, etc. Il finit par être arrêté. Donc ça, je vous laisse le lire dans le livre ou regarder le film Rogue Trader qui est aussi très intéressant. Et puis la Barings, suite à ça, va faire faillite. Alors on arrive maintenant à la 4e position pour UBS avec Kweku Adoboli qui lui a perdu 2,3 milliards de dollars en 2011. Alors, contrairement aux deux autres, il met la totalité de la faute sur UBS et il détaille pas spécialement les transactions qu'il a faites. Donc, le mécanisme qui a mené à la perte, il est moins clair. Mais, une fois de plus, on voit qu'il a rentré des transactions fictives dans le système d'UBS qui empêche la banque de voir l'exposition réelle qu'il avait sur les marchés. On arrive ensuite sur le podium avec en 3e position Yasuo Amakana chez Sumitomo. Alors c'est un retour dans le passé puisque cette fois-ci la perte a été découverte en 1996. À l'époque on appelait Amanaka Monsieur Cuivre ou bien Monsieur 5% parce qu'il contrôlait 5% de l'offre de cuivre mondiale. Alors ça peut paraître petit, mais en fait 5% c'est énorme et ça permet surtout d'avoir une énorme influence sur les prix. Sumitomo, c'est un énorme conglomérat japonais, donc ils ont d'énormes réserves de cuivre physique dans des entrepôts, et Amanaka, il se servait de son influence sur le LME, le London Metal Exchange, donc le marché des métaux de Londres, pour maintenir les prix sur les futurs artificiellement élevés.
Alors il avait d'énormes positions donc à la fois en cuivre physique et puis aussi sur les contrats à terme de cuivre. Et dès que quelqu'un voulait parier contre ces prix élevés, donc des prix qui étaient anormalement élevés, en vendant à découvert du cuivre par exemple, Amanaka il provoquait un corner, c'est-à-dire qu'il forçait les vendeurs à délivrer la position physique de cuivre, qu'ils n'avaient bien sûr pas puisqu'ils étaient vendeurs à découvert, c'est-à-dire qu'ils vendaient sans détenir cette position de cuivre. Donc ils finissaient par être obligés de racheter le cuivre une fortune, soit sur le marché physique, soit sur les futurs. Et donc, ils ont fini par déserter le marché et Amanaka a fait de gros profits. Mais la situation, elle ne pouvait pas perdurer éternellement. Dans les années 90, la Chine a repris l'exploitation du cuivre, ce qui a fait baisser le cours du cuivre et Sumitomo a subi d'énormes pertes, donc l'équivalent de 2,6 milliards de dollars. On arrive maintenant en deuxième position, avec JP Morgan et Bruno Ixil. Alors, je le cite lui, mais honnêtement, les dirigeants de JP Morgan, ils sont probablement plus responsables que lui. Ils ont d'ailleurs été reconnus coupables et ils ont dû payer 920 millions de dollars d'amende, en plus de la perte donc qui a eu lieu sur le marché, alors que les poursuites contre le trader ont été abandonnées. Alors, tout part d'une position de couverture qui était donc bien sûr censé diminuer les risques, qu'on a fait gonfler jusqu'à atteindre une taille énorme, d'où le surnom de baleine de Londres et qui a été donné à Bruno Ixil. Mais en fait, ce que dit Ixil, c'est qu'il était l'exécutant d'un portefeuille stratégique pour le compte de Jamie Dimon, donc le PDG de JP Morgan. Et tout démarre en 2006, quand Dimon a créé ce portefeuille de protection stratégique, comme il l'appelait, donc pour protéger la banque à travers des dérivés de crédit. Donc ça part d'une bonne idée, d'une bonne intention, mais le portefeuille il a tellement gonflé entre 2006 et 2012 qu'il a fini par représenter 40% de l'exposition au marché de JP Morgan, c'est-à-dire 157 milliards de dollars en CDS, ce qui a fini par lui coûter beaucoup d'argent, presque 6 milliards de dollars. À la première place, on a bien sûr Jérôme Kerviel et la perte de 5 milliards d'euros de la Société Générale en 2008. Alors c'est une affaire compliquée aussi, puisqu'on a deux versions. On a bien sûr la version de la Société Générale et la version de Jérôme Kerviel. Ce qui est sûr, c'est que Jérôme Kerviel, c'est un trader sur le desk de Delta One de la Société Générale, donc sur des produits qui répliquent un sous-jacent sans effet de levier, donc comme les trackers. Alors le rôle de Kerviel, il est assez basique, il s'agit principalement de couvrir les positions de la banque lors de ses activités de teneur de marché. Donc s'il y a des clients qui ont acheté des positions sur un tracker Eurostoxx émis par la Société Générale, il doit acheter l'équivalent sur des futurs Eurostoxx pour que la banque n'ait pas de risque de marché. Presque tout est automatisé et son rôle, c'est pas de prendre donc des positions sur les indices, c'est pas d'essayer de deviner le sens que va prendre le marché, et pourtant il va finir avec des positions sur les futurs, sur les contrats à terme de 50 milliards d'euros sur les indices européens qui vont finir, comme on le sait, par leur faire perdre 5 milliards d'euros. Alors la banque, comme dans les cas précédents, elle ne s'est pas rendue compte de ces transactions à cause de plusieurs transactions fictives que Kerviel a mis dans le système informatique de la Société Générale et qui couvraient le risque de marché. Donc quand la banque regardait le risque des positions de Jérôme Kerviel, elle ne voyait pas de souci particulier. Alors comme on le voit, il y a pas mal de points communs sur ces affaires. Déjà, ça commence très souvent par une petite perte que le trader essaye de camoufler en le mettant sur un compte erreur, sur un compte technique, et puis souvent avec des transactions fictives qui vont dans le sens inverse, donc qui vont annuler le risque qui a été pris, et puis petit à petit, le trader prend de plus en plus de risques pour essayer de combler sa perte, et puis ça termine par des montants énormes parce qu'ils perdent tout contact avec la réalité. Deuxième point commun, ils ont très souvent de très bonnes connaissances des systèmes informatiques, des contrôles et du back-office dans son ensemble. Alors c'est flagrant pour Kerviel, Adoboli et Lisson qui ont tous les trois démarré par le back-office et qui avaient donc de très bonnes connaissances du système. Et puis un dernier point commun, là c'est pour quasiment toutes les affaires, elles ont toutes été découvertes en période de crise quand la volatilité des marchés donc augmente d'un seul coup les pertes de ces traders et que même avec les transactions fictives, la direction de la banque s'aperçoit qu'il y a un souci. Donc c'est peut-être ce qui explique qu'on n'a pas eu de découverte de grosses transactions illicites de traders au cours des dernières années et on peut imaginer que pendant la prochaine crise, on aura de nouveaux cas qui vont être découverts. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt.